Si c'est mon miroir. Quelle fatigue. Bonjour, vieux Bongé. Tiana Sarak. Ils sont en train de signaler mon compte, tous mes comptes. Ils sont en train de signaler tous mes 3 comptes. C'est bizarre. Ils disent sur la toile que ouais, machin, tu ne fais que dire que ça, mais ils sont dans mes comptes, en fait. J'ai une petite pause de 30 minutes et je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire que vous savez, parfois dans la vie, le silence est d'or. Le silence est d'or, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'étais une personne qui, avant, je ne marquais pas une pause pour attendre, pour écouter ce que la personne qui est en face de moi disait. Parce qu'en fait, je vais vous dire, vous décelez beaucoup de choses au travers de la parole qui sort de la bouche de quelqu'un, de son regard. Quelqu'un peut être en train de vous complimenter tout en vous jalousant ou plutôt tout en vous jetant un venin et tout. C'est quand vous regardez l'expression de ses yeux, de sa bouche. Le visage que vous voyez là, il en dit grande chose. D'accord? Mais maintenant, j'ai la capacité, j'ai cette capacité d'écouter quelqu'un. Tu parles. Après, je te dis que je m'en vais dormir. Je te dis que comment Dieu. Parce que parfois, je me dis, ça ne vaut pas la peine que je te réponde. C'est une âme. C'est une grande... C'est ça une puissance pas possible. Parler quand on s'attend le moins. Donner son avis. Je sais le faire. Hier, j'ai fait une vidéo où je m'insurge contre 2 numéros de téléphone, en particulier de tous les faux pour les gens qui arnaquent à mon nom. Et s'il vous plaît, quand moi, parfois les gens du Cameroun, là, avec leur numéro du Cameroun, là, m'appellent pour dire, maman, là, j'avais besoin, je les envoie chier. Parce que c'est une graine qui gâte d'eau, c'est une dent qui avait pourri toute la dent. Parce que quand je pense comment le frater, c'est-à-dire d'autres gens qui sont là-bas au Cameroun utilisent mon nom pour arnaquer les gens, salir mon nom. C'est vrai qu'il y a quelques benguistes dedans. Je n'ai même pas envie de parler. Alors, hier, j'ai fait un direct où j'étais en train de dénoncer 2 numéros que je dénonce d'ailleurs depuis, qui ont pris en otage mon nom et ils sont même allés s'enregistrer avec mon nom. Ouvrir des pages où ils arnaquent énormément des gens. Ils font pleurer des gens. Et j'ai toujours dit aux gens que ne donnez pas l'argent. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ma photo. Ils mettent comme ça là, les scammers, ils bougent ma photo. Les gens partent. Il y a donc une fille en Italie qui s'appelle Vogo. J'ai balancé son numéro de téléphone sur Facebook parce qu'elle m'a manqué de respect. Elle m'a manqué de respect. Pendant que je suis en train de dire, méfiez-vous de ce numéro, je vois quelqu'un qui m'écrit, ça défile. Elle me dit, ah, je savais que c'était toi, Elle entre, elle se met à m'insulter. Je suis en train de dénoncer un numéro. Elle dit, oui, toi-même, tu viens d'avouer que c'était numéro. Elle est tellement bête. Vous savez le genre de ramasser, verser dehors là. Que leur soeur venait en Europe à l'époque et elle les envoyait leur kaolo pour qu'elles viennent avec là. Elle n'a rien dans la tête. Elle vit dans l'un des pays les plus pauvres d'Europe, l'Italie. Au lieu d'écouter le direct que je suis en train de dénoncer, quand je prononce le numéro, elle dit qu'elle m'aurait envoyé de l'argent et que j'ai dit que je vais lui rembourser par PayPal. Un numéro du Cameroun que je dénonce tous les jours. Hein. C'est-à-dire que pendant que je suis en train de dénoncer, la tête de bourrique qui utilise ses yeux, sa bouche, sa large bouche seulement pour sucer, elle vient m'accuser de quelque chose et elle insiste là-dessus que c'est moi. Je vais donner ton numéro de téléphone à l'un de mes neveux qui est en Italie. Il va te chercher. Et tu vas dire ça en face. Quand tu vas t'attendre le moins. Parce qu'il est hors de question que je dénonce quelque chose.
Elle dit que oui, tu viens de dire en direct que c'est ton numéro. Pourtant, j'étais en train de dire que voilà les numéros qui me volent. Et elle n'a même pas et elle ne s'arrête pas. Et moi, je lui demande que, mais attends, voilà même le genre de personne, ça. Dieu sait souvent m'épargner de ce genre de crapule-là. Elle allait venir me dire quoi? Dieu seul sait. Dieu seul sait pourquoi il a fait que cette femme est partie tomber, qu'on la nargue. Comment, moi je vous pose une énième question. Comment les gens peuvent vous convaincre avec une image? Vous ne causez pas au téléphone parce que là où je suis, je vais vous raconter une anecdote. En Île-de-France, quand je me promène, je me rappelle une fois, j'étais en train de parler au téléphone, une dame s'est tournée. Elle a cherché, elle a continué à marcher. Quand j'ai continué à parler au téléphone, elle me dit, je reconnais cette voix, elle s'est arrêtée. Quand je suis passé à côté d'elle, elle dit, madame, vous avez la voix de quelqu'un que je suis sur Facebook, Laura Kameni. C'est là où je lui ai dit, non, c'est ma soeur. Elle m'a regardé, elle me dit, non, c'est toi. J'ai une voix porteuse. Quand tu entends ma voix au téléphone, tu sais que c'est moi. Les voleurs qui vous arnaquent, vous ne parlez jamais parce que j'ai envoyé, les policiers ont essayé de vouloir les joindre. Ils ne prennent jamais des coups de fil. Vous écrivez que sur WhatsApp. Dernièrement, il y a une autre qui est partie. Elle signe un contrat, elle fait la traduction de mon roman avec un faux profil. Hein. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais parlé avec la personne au téléphone. Mais la personne, elle dit au téléphone que oui, elle écrit à la personne. Oui, je venais te demander l'autorisation de traduire le roman, ton roman. En italien. Le faux profil lui dit oui, je te donne l'autorisation en message. Imaginez-vous si j'étais quelqu'un de méchant, je la poursuivais en justice. C'est qu'elle va marcher jusqu'à... Je vais vous dire comment les gens réfléchissent lentement. Et c'est ça qui me révolte. C'est une intellectuelle. Elle contacte un faux profil. Pourtant, tous les jours, je vous dis que les gens ont créé des profils à mon nom. C'est plein. Elle cause avec la personne, elle me dit que ton roman tant. C'est toi, Laura Kameni. La personne dit oui. Ce n'est pas suffisant. Elle dit à la personne que oui, je voulais traduire ton roman en italien. La personne lui dit que oui, vas-y, traduis. Elle cause avec la personne au point, elle invite le gars en Italie, le gars en Italie. Pourtant, le gars est au Cameroun, il est en train de faire les scams avec ma photo. Elle traduit mon roman, l'œuvre de mon esprit, en italien. Elle envoie la copie à ce garçon, au risque que la fausse personne qui est derrière la page prenne ça et qu'il le revende. D'ailleurs, même s'il le revend, ma maison d'édition saura. Parce que j'ai un contrat avec ma maison d'édition qui me paye les droits d'auteur. Chaque année, il m'envoie le récapitulatif de mes droits d'auteur. Et comme mon deuxième roman se vend beaucoup, je ne fais que cumuler ça, cumuler. Je ne touche pas. Quand ils me payent mes droits d'auteur, je leur dis, renvoyez ça. Comme ça, on reporte. Elle signe, ça dit un contrat virtuel par écrit avec quelqu'un sur une œuvre. Parce que ce qui va se passer, c'est que quand les gens qui vous arnaquent là, à un moment donné, quand ils vont se rendre compte, et j'avais fait tout un direct pour dire ça, parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils signalent ma page, ils utilisent mon nom et ils signalent ma page pour me museler, pour m'empêcher de parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils utilisent mon énergie et mon étoile pour arnaquer les gens. Et voilà Charlie Elec. Ils refusent même de faire des voices. Moi, quand quelqu'un me contacte à mon numéro de téléphone qui est affiché là, si je veux te prendre, je t'écris un message et directement je lance l'appel. Parce que je fais confiance à personne. Là où me voit, je fais confiance à personne, même pas à mon nombre. Même mon caleçon, je n'ai pas confiance à mon caleçon. Il y a des moments où quand je sens que mon caleçon me serre un peu trop là, j'enlève le caleçon là, je regarde encore bien si c'est le mien. Je n'ai pas confiance même à mon caleçon. D'accord? La fille se met à m'engueuler inbox. Pourtant, je suis en train de dénoncer ces numéros qui sont allés jusqu'à traduire mon roman en italien. La dame, elle, au départ, les gens m'ont conseillé de lui porter plainte. Et avec toutes les preuves et tout. Et après, je me suis dit, bon, elle-même, c'est quand elle se rend compte que le jour J, quand elle invite le mec en Italie, oui, tu peux venir en Italie et toi, elle croyait que c'était moi. Le mec ne fait plus signe de vie. C'est là où elle cherche maintenant ma page. Pourtant, au départ, elle devait d'abord chercher ma page, m'appeler au téléphone, causer avec moi. Elle m'envoie des trucs par mail. Mais les Camerounais, mes compatriotes sont tellement mal éduqués qu'ils estiment que ta chose leur appartient. Vous allez voir avec moi.
Oui, les policiers, ça dit actuellement, les policiers sont en train ont pris en filature les 2 numéros que je dénonce là. Mais il y a un de mes potes, même Touba, qui est sur mon mur là, il est policier. Lui-même aussi, il est sur le dossier. J'ai donné ça à beaucoup d'unités de policiers, mes amis. Ils disent que ce qui les impressionne, c'est qu'on ne peut pas les appeler sur ces numéros-là, mais ils envoient toujours les messages. Sauf que le problème se pose, c'est qu'ils accumulent les preuves parce qu'il y avait aussi une fille derrière, un faux profil comme ça. Ça a duré 1 an et finalement on l'a pris. Elle est en train d'aller en Kondengui. Et je vais aller jusqu'à la gare. Les 2 profils-là, je vais aller jusqu'à la gare avec eux. C'est-à-dire, mes choses, c'est toujours comme ça. Tu crois être caché jusqu'à... Un jour, il y a un gars qui a volé mon téléphone. J'étais allé à N'Djamena pour voir mon ami Idriss. Et un gars a volé mon téléphone et tout. Je venais d'acheter le téléphone. Le gars n'est pas allé loin. Une voiture l'a cogné. Il est mort par accident. Non, il n'était même pas mort. On l'a cogné. Il était amoché. Et on m'a appelé. C'est quand il arrive à la police maintenant... On lui dit de déverrouiller le téléphone. Il arrive à l'hôpital. La police vient faire le constat et tout. La police prend le téléphone et puis il fallait qu'on appelle quelqu'un parce qu'il était touché. C'est là où on appelle. La première personne qu'on a appelée, on est tombé sur mon ami. C'était le dernier appel que j'avais fait avant qu'il m'arrache le téléphone. Et c'est comme ça que quand on tombe sur mon ami, elle me dit oui, mais en fait, on vient de voler le téléphone. Un voleur vient de prendre. Il est sorti de l'hôpital, allé directement. Parce que je suis venu, j'ai porté plainte. Il est allé directement la déférer. C'était en N'Djamena ça. Voilà Charlie Elec. Tu ne peux pas te tromper sur ma voix. J'ai une voix qui est porteuse. Et c'est ça que je disais à mes collègues tout à l'heure. Mon père, lui, il a fait sa formation aéronautique, aérospatiale à Toulouse. Et il a travaillé 42 ans à la Camer, à l'aéroport international de Douala. Beaucoup là-bas, les anciens connaissent Papa Mi. Même les nouveaux qui sont venus quand ils partaient en retraite. Ceux qui ont fait 20 ans à la Camer, ils connaissent Papa Mi. 25 ans. Maintenant, papa n'entendait plus avant de mourir. Et quand je causais avec lui, il fallait crier pour qu'il m'entende. Et du coup, ma voix est restée comme ça. J'ai une voix porteuse. Et c'est pour une bonne cause. Parce que c'est même pas comme si je criais pour ma mère, quoi. C'était pour mon père quand même. C'était pas n'importe qui. Donc, je l'assume. D'accord? Mais oui, c'est ça que la police m'a dit que pour l'instant, ils font seulement les écrits. Ils m'ont dit que laisse, on va les prendre. Et j'ai confiance à mes potes policiers. Là-bas au Cameroun, j'ai souvent certains potes là qui sont prêts à tout pour moi. De tout grade. J'ai même un pote général. C'est moi qui ne les fréquente pas. J'ai même une pote procureur qui est sur ma page Facebook. Laura Kamini avec apostrophe. Elle est procureure, elle est là. Je dis bien procureur de la République au Cameroun. On va les prendre. Je sais de quoi je parle. Parce qu'on est déjà sur leur dossier. Ils vont écrire, on va les prendre. Ne vous inquiétez pas. Ça va venir nous trouver ici. Soit ils vont mourir, bizarrement comme ça. Les gens qui utilisent mon nom, soit ils vont mourir bizarrement, d'une mort bizarre. Mourir la mort précoce, hein, soit on va les prendre. À un moment donné, il y a un autre qui avait fait une fausse page. Il disait qu'il est mon secrétaire au Gabon. Moi, je suis une personne très méfiante. Hein. Moi, je fais confiance à personne. Je n'ai pas d'amis intimes, en fait. Parce que j'ai bataillé dur pour être en vie. Je me suis battu comme une lionne. J'ai eu des combats très virulents. D'accord? Alors, je voulais faire un direct pour vous dire, si vous savez, dans la vie... Oh, mon fils m'appelle. J'ai raccroché. Dans la vie, il faut faire attention. Oui, sur TikTok, moi, je n'ai pas de page TikTok. J'ai vu certains jeunes Togolais qui venaient des États-Unis un jour. Ils m'ont dit la mer. J'étais contente en fait, parce que les gens sur Facebook, ils disent que ouais, machin, ils lancent les injures. Ceux qui m'adorent sont plus nombreux. Sur 1 million de personnes, il y a 900 000 qui m'adorent. Dont les ennemis sont négligeables. J'en ai rien à taper. D'accord? Vous savez, le dehors, c'est maintenant, la vie de maintenant, là,
On est dans une vie où il ne faut plus faire confiance à qui que ce soit. Je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, il y a une jeune fille, elle vit ici à Île-de-France. Je ne l'ai plus revue depuis. C'est une jeune fille, je l'ai connue il y a de cela 15 ans. Aujourd'hui, je vis encore à Paris. Elle était au Cameroun, elle était d'une famille très, très pauvre. Et maintenant, elle est allée sur le net, il y a une de ses voisines là, qui lui a dit, ouais, tu sais, ma fille, tu es très jolie, va sur Internet là, tu payes la connexion et puis tu essaies de t'inscrire sur un site, peut-être que tu vas rencontrer un blanc. C'est comme ça qu'elle est partie s'inscrire, elle n'a même pas mis un mois, elle est tombée sur un blanc, il avait 46 ans. Le mec était beau, bien, il avait sa bonne petite situation, il avait une entreprise en plomberie et tout, il avait sa maison ici à Île-de-France. Une maison avec piscine. Quand le gars a vu la cause avec la fille, il a dit, c'est toi la femme de ma vie. Il a tout fait, il est parti au Cameroun, pap, il a épousé la fille est montée. Et quand la fille est arrivée, Dieu a béni la fille avec les jumeaux, 2 garçons. Quand elle a fait les jumeaux, le blanc a failli devenir fou, son mari a failli devenir fou. La belle-mère a failli devenir folle. Elle dit, toi, tu es venu me faire des petits-fils. Toi, tu ne vas jamais travailler dans la vie. C'était une famille de gens qui avaient l'argent. D'accord? Merci Idriss Bion. Donc, maintenant, je vous raconte cette histoire. Écoutez. Maintenant, la fille, elle, son mari dit, sa belle-mère et son mari disent, qu'est-ce qu'on... Et le beau-père, parce qu'on l'adorait. Ils ont dit à leur fils, tu as trouvé la femme de ta vie. Et c'était une fille bien. Elle savait d'où elle venait. Sauf que son mari lui demande, qu'est-ce que je peux t'offrir comme cadeau? Elle lui dit, je veux que tu fasses venir ma meilleure amie du Cameroun. Vous savez, vous n'avez pas de meilleure amie. Les gens qui vous entourent parfois, je ne dis pas tout le monde, je dis il y a à 70%, il n'y a plus de meilleurs amis ici dehors. Les gens qui vous entourent parfois vous entourent parce que vous êtes bien portant, vous leur servez à quelque chose. Même si ce n'est que pour téléphoner tous les jours, bavarder au téléphone, vous leur servez à quelque chose. Si vous ne leur apportez plus ça, ils passent à autre chose. D'accord? La fille, elle, son mari a dit, il faut combien? C'était à l'époque du prêt-à-partir. L'homme a pris comme cadeau, il a donné 30 000 € à sa femme. Sa femme, on va la nommer Edith. Edith, elle prend l'argent, elle envoie au pays. Sa copine, elle a envoyé ses kaolos. Avec le prêt-à-partir, le truc, sa copine a fait son truc, elle est venue, non. Lorsque sa copine vient, au lieu de partir sur les 30 000 €, elle prend ses kaolos, elle part louer même une chambre à sa copine et elle lui dit, cherche-toi. Comme elle avait une grande maison, elle avait une grande maison en état, son mari avait une grande maison, c'était l'héritage de ses grands-parents. Il était garçon unique, il avait des sœurs. Et il a pris la maison, il a donné la part de ses sœurs en espèces. Elle prend la fille, elle vient loger dans une aile de sa maison. La fille voit comment son mari l'aimait, il l'adorait. Donc, entre-temps, quand son amie vient, elle est enceinte de 2 filles. Elle fait les jumelles. Ça fait 4 enfants en 2 accouchements. Après, maintenant, elle n'a même pas mis long. Les enfants sont nés 6 mois, elle a encore accouché. Un garçon. Maintenant, son mari disait que oui, il faut que tu t'arrêtes maintenant et tout. Sa belle-mère disait, accouche encore, accouche encore. Sa belle-mère était omniprésente. C'était une femme qui avait de l'argent, c'était une famille des aisés. Bref, elle s'est arrêtée à 5 et puis son mari l'a envoyé faire de la chirurgie, machin. Elle s'est bien taillée là, très belle. Son mari lui a offert une voiture et tout. Il dit, tu m'as comblé des merveilleux enfants et tout. Sa copine a commencé à développer la jalousie. Pourtant, quand elle est venue vivre chez son ami, Edith lui présentait les amis de son mari. Edith lui présentait des gens. Edith lui disait, fais comme ça pour avoir ta part. Sauf que chaque fois quand elle partait à un rendez-vous arrangé, elle faisait de la merde là-bas parce qu'elle visait le mari d'Edith. Elle a commencé à développer des sentiments pour le mari d'Edith. Oh, merci. Je ne savais pas que c'était ta fille, Anita Mar. Oh, j'adore cet enfant-là. Il aime tellement sa maman. Il vient me dire, maman, s'il te plaît, ne lâche pas ma mère. Oh, ma biche. Oh, ma petite Mavis Robinson, je t'adore. Que Dieu te bénisse au-delà de l'imaginable. Donc, maintenant, Edith, elle met la fille chez elle. La fille, elle commence à draguer son mari. Son mari ne peut pas dire à sa femme que... Quand son mari essaye de dire à sa femme que... mais donne l'argent à ta copine qu'elle parte. Ici, c'est notre foyer.
elle pas dit à son ami que, ouais, Edith pas dit à son ami, oui, c'est comme ça qu'ils sont, ils n'aiment pas quand les Africains s'entendent entre eux et tout. Elle endort son ami. C'est là où quand elle a vu que le mari ne voulait pas, elle est passée à l'étape supérieure. Elle appelle ses marabouts au Cameroun, elle envoie la photo de Edith avec la photo de son mari. Elle demande qu'on travaille, même les enfants, les petits-enfants, elle envoie, elle dit travailler pour les séparer. N'est-ce pas, le marabout a pratiqué, ça n'a pas arrêté le Mokala, ça a arrêté Edith. Edith a commencé à boire, donc sa copine avait vu que le mari avait découvert qui elle est, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voulait maintenant éloigner Edith d'elle. Sa copine commence maintenant à aller dans le 18e, dans les milieux des Camerounais, des Africains en général. Et elle dit à une femme mariée, elle dit à sa copine que ouais, accompagne-moi. Quand sa copine dit que mon mari, parce qu'entre-temps, c'est la belle-mère qui gardait les enfants, et son mari avait carrément pris une nounou. Son mari a une société de plomberie. Donc, elle ne saurait pas boire avec sa copine. Donc, sa copine, elle ne pouvant pas marcher seule, cherchait seulement que comme je n'ai pas eu ton mari, là, je vais t'entraîner dans ma merde. Maintenant, la fille a commencé à sortir boire, elle a commencé à binder avec les gars, nos frères africains là, en désordre et tout. Et à un moment donné, Edith sa copine lui dit que son mari a commencé à s'indigner. Non, ma chérie, tu n'étais pas comme ça. Je t'ai dit, méfie-toi de ta copine, elle t'a changé. Elle dit, oui, laisse ma copine tranquille et tout. Elle a laissé ses propres sœurs au Cameroun faire venir la vipère dans son foyer. Son mari appelle sa belle-mère, il dit, parle à ta fille. Sa copine lui avait déjà mis les trucs dans la nourriture. Et sa copine avait déjà envoûté XL. Maintenant donc, à un moment donné, sa copine lui dit que prends même un appartement dehors, tu pars, on part. Elle quitte, elle part louer un appartement, un T3 dans le privé. 1200 €. Sa copine occupait une chambre, elle occupait une chambre. Elle commence à vivre comme si elle quitte la maison de son mari. Elle laisse ses enfants, elle part. Sa copine l'entraîne partout. Son mari commence à marcher. Quand son mari voyait une Africaine, il s'arrête, il te dit pardon, on a envoûté ma femme. Je veux récupérer ma femme. Comme on m'a dit que chez vous en Afrique, il était devenu comme un fou, il aimait sa femme. Mon compte poison. Du coup, Edith avait une autre amie qui était venue ici avant elle. C'est sa grande soeur qui l'avait fait venir. Edith ne calculait pas son ami là, parce que son ami là n'était pas dans le Woro Woro. C'est son ami là qui me connaissait. J'habitais Nantais à l'époque. Son ami vient me voir. Elle me dit, Tata, je lui dis oui. Elle dit, j'ai une de mes amies que j'aime beaucoup. Mais voilà ce qu'elle est devenue. Elle est devenue comme une folle. Elle se néglige. Elle dort, elle boit. Elle a même quitté son foyer. Maintenant, son amie, là, quand elle partait chez elle, c'était pour ramasser d'autres habits et tout. Et elle dit à son mari, je demande le divorce. Elle ne quittait pas, elle demande le divorce. Son mari, on le convoque. Il a dit, je ne divorce pas avec ma femme. Il a dit au juge que c'est ma femme. Il dit que quand Dieu te donne quelque chose, que c'est pour toi, il faut pouvoir supporter. Le blanc là, il est arrivé au tribunal devant la juge. Il a dit que elle va tourner, venir être ma femme. C'est moi qui suis allé la prendre en Afrique. Elle m'a fait des beaux enfants et c'est ma femme. La juge lui a dit non, ne t'accroche pas à quelque chose. Il a dit non, je m'accroche. Donc le divorce était en suspens parce qu'il a refusé le divorce. La fille part dehors. La fille commence à monter des filles, aller draguer le mari d'Edith. Les filles d'autres filles, parce que comme elle n'a pas réussi, elle donne le numéro du mari, on le draguait, il a résisté. Quand son ami est venu me voir, j'ai dit que Flat là, elle vient elle-même me voir. Son ami est plutôt allé voir son mari, lui dit que je connais une dame. Viens voir la dame là, elle va résoudre ton problème en fait. Ils sont venus me voir, je ne vous dis pas la suite. J'ai rendu Hora. On a rendu ça sur la bembèche. Bien même. Le jour où on avait fait un travail spirituel, pas possible. La fille lui avait mis des trucs si bien qu'elle devenait comme une folle. Quand on a fini de travailler sur elle, elle rentre à la maison. Elle m'a dit, c'est quoi? Elle dit à son mari, pourquoi tu m'as mis dehors? Son mari dit, non, je ne t'ai pas mis dehors. Elle ne faisait plus les choses d'elle-même. Son mari lui a raconté ce qui s'est passé. Son mari lui a récupéré sa femme. Il a rétabli sa femme. Il a ramené sa femme à l'hôpital. En cure de désintox là. Désintox. On a encore arrangé sa femme Peña. Il lui a encore fait une belle voiture. Ils ont même encore refait la fête de mariage. Sa belle-mère est venue, elle a pleuré. Elle dit, ma belle-fille, tu es revenue, mon fils a failli mourir, machin et tout et tout. Le mariage, vous connaissez le genre quand l'amour là se gâte et que vous vous remettez ensemble. Elle est tombée encore enceinte.
d'une fille. Sa copine a commencé là. Moi, je lui ai dit que ma chérie, annule le bail là. Tu laisses la bancade là, dans sa merde. C'est-à-dire que tous les jours, je lui disais une nouvelle chose. Parce que moi, là où je suis une mamie signée. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, je suis rancunier, ce n'est plus bon. J'étais devenue comme sa mère spirituelle, sa conseillère. Je lui ai donné les conseils jusqu'à même dire bonjour à son ami. La souffrance a commencé son ami dehors. Quand elle a annulé le bar, on est venu porter l'enquêteur, mettre dehors. L'enquêteur a commencé à marcher dans Paris là. Elle montait, elle descendait. C'était sa tête, c'était elle qui faisait maintenant comme ça. Edith est restée avec son mari. Elle a fait le 6e enfant, c'était une fille. Elle avait 3 garçons, 3 filles. Son mari est parti lui acheter un appartement, un T3 ici à Montparnasse. Il a dit c'est ton cadeau. Le jour où tu vas encore trouver notre copine qui va vouloir nous séparer, va chez toi. L'appartement là en location. Je vais vous raconter l'histoire. Pourquoi? Parce que l'autre jour, on m'a reparlé, j'ai revu ça. Et puis elle est devenue bien amie avec celle qu'elle négligeait. Qui jusqu'à aujourd'hui, cette fille ne lui a jamais été déloyale. Elle laisse même la fille dans la maison avec son mari, elle a confiance. C'est comme ça donc que son mari a entrepris, il a fait, la mère est venue, le père est venu, il avait loin, il a acheté un T3, il a donné, la mère est venue, le père est venu, ses frères sont venus, des frères d'Edith. Il les a mis dans, il s'est dit, il a dit même si c'est ta famille, hein, ils sont partis à Montparnasse. Ils viennent manger en famille et tout. Elle habite dans une banlieue ici, pas loin. Et comme je vous le dis jusqu'à aujourd'hui, le monsieur est parti au Cameroun, il a conçu une maison dans le village d'Edith qui n'a pas de nom. La belle-mère d'Edith l'adore. Vous avez déjà vu une belle-mère qui adore sa belle-fille? La femme là adore sa belle-fille jusqu'à, même si sa belle-fille trompe son fils, elle va la protéger. Elle dit, ma belle-fille, mon mari, quand il partait en Afrique, je lui ai dit, n'y va pas, c'est pas des fils sérieux. Il m'a ramené mon enfant. Elle a 6 enfants, sa belle-mère ne fait que lui dire qu'elle accouche encore. Accouche. Bref, moi, à ma connaissance, ce que je connais d'Edith, c'est que la dernière fois que j'ai eu de ces nouvelles, elle avait 6 enfants. Je ne sais pas si elle en a fait. Parce que, connaissant, puisque je suis allé manger chez eux un jour, il y avait sa belle-mère. Connaissant sa belle-mère, je suis sûr que sa belle-mère a demandé qu'elle accouche encore même 10. Et le gars et sa femme, hein, c'est comme ça, hein, ne parle pas, non, son mari ne veut rien savoir, il ne t'a pas envoyé surveiller sa femme. Ils sont comme ça, comme des copains, des amis. Et celle-là, quand je l'ai revue l'autre jour, quand elle me parle, je lui ai dit comment va Edith. Elle me disait que Edith avait fait une formation, elle est infirmière maintenant et tout. Et voilà, j'étais très contente pour elle. Vous savez, beaucoup de gens qui sont autour de vous ne sont pas là pour votre bonheur. Il y a certains gens qui ont déjà vu votre lumière. Ils ont déjà vu votre lumière. Et lorsqu'ils viennent vers vous, ce n'est pas pour vous dire. Il y a certains gens, hein, parfois tu as même faim, tu as tes problèmes, mais ils t'envient. Ils t'envient parce qu'il y a des gens qui sont nés naturellement riches. Je ne parle pas de la richesse du matériel. J'espère que ce petit direct vous aurait fait du bien. Et moi, je vais aller continuer mon travail parce que c'est mon travail là qui me donne à manger. J'ai organisé mon anniversaire, c'était le 9 novembre. J'ai renvoyé la fête à ce samedi. J'ai invité quelques-uns de mes amis qui sont en Île-de-France et ils vont venir, on va partager une bouteille de champagne. Là, je travaille aujourd'hui et puis je suis de repos 4 jours. Je vais m'occuper du travail, de notre travail, parce que moi aussi, j'ai ce devoir-là des gens qui m'appellent, qui ont besoin de moi sur un autre plan, le plan spirituel. Et la nuit, parfois, je peux travailler intensément. Parfois, ça fait que je n'ai pas... C'est bon? D'accord, ça marche, je suis là. Voyez? Depuis ce jour-là, j'espère que ça avait servi de leçon à Edith. Edith s'est fait des amis, ça dit que elle est restée avec son ami et elle a fait de ses frères et sœurs ses amis. Dans une famille normale, c'est comme ça, mais pas dans les familles comme le nôtre là, où quand je dors parfois, ça... mon grand frère voyage dans la boîte de sardines, je me tourne parfois à minuit, je vois, il est déjà là. Dans les familles normales, c'est comme ça. Bonne soirée et puis faites attention aux amis. Parfois, c'est vos amis qui vous tuent.
Je suis Edwige Laure Camille, la fille de Papa Mi. Ne donnez plus votre argent aux gens qui font les trucs sur la toile, s'il vous plaît, parce que ces gens-là peuvent passer à l'étape supérieure. Quand ils vont voir qu'ils ne reçoivent plus d'argent comme avant, ils vont commencer à donner des rendez-vous pour piéger les gens et peut-être un jour on va entendre que oui, Laura Camini a invité quelqu'un. Mais sauf que je suis en France. Vous savez, est-ce que vous savez que s'il arrive quelque chose à quelqu'un, je peux prouver de là où j'étais? Ça arrive à quelqu'un là-bas au Cameroun, je suis en France, hein? Je suis une personne très comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas que dans ça. Non. Si je fais quelque chose, j'avoue. Moi, j'ai encore gardé, ça dit, je suis moi comme une mamie. Hein. J'ai les anciennes mentalités des vieilles mères d'antan là. Je ne suis pas dans le nouveau référentiel, non. Je suis dans l'Ancien Testament. Je suis resté dans l'Ancien Testament. Ah, ce que les gens disent là. Je vais faire un autre direct samedi et on va rendre hommage à l'enfant que Mohamed, l'oncle de Aïcha Kamoise, a assassiné à coups de couteau parce qu'il était possédé par Aïcha Kamoise. Allez demander à Aïcha Kamoise que la veillée c'est où. Moi, pour une guerre de quel côté? On veut boire, manger, on veut boire. Son oncle a assassiné un jeune à Douala. De coups de couteau. Ils sont en train de négocier pour qu'il n'aille pas en prison. Ils sont en train de tuer l'affaire là. Les Ndjouksa policiers, les collègues de Ntouba, les Ndjouksa. Bonne soirée, au revoir.